merci d'être venu jusqu'à nous. En plus, on sait que c'est vraiment quand même une belle exclusivité parce que vous faites que 2 dates avant de présenter à Paris demain. Donc vous avez fait Lyon la semaine dernière, Orléans cette semaine. On fait chez nous. C'est ça. Merci. Donc merci vraiment à vous. Et puis je vais vous laisser la parole parce que je sais qu'il meurt d'envie d'en savoir un peu plus. D'accord. Ah, déjà des questions? Bonjour, on est très content d'être là. Déjà des questions. C'est pas forcément les questions, mais sinon parlez-leur un petit peu du film peut-être. Parce qu'il y a plein de... On peut parler du film? Sans trop parler du film. Bah non, on peut parler du film, il va sortir. Donc on va pas... Alors si vous savez lire Astérix, le secret de la potion magique, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est notre deuxième film avec Alexandre. On avait fait le premier film, Le Domaine des Dieux, qui était une adaptation d'un album. Pour ce film-là, on s'était dit qu'on en faisait un deuxième et qu'on voulait un petit challenge de plus. Et c'est vrai qu'Alexandre a proposé qu'on le fasse que si, en gros, on pouvait faire une histoire originale, c'est-à-dire pas adapter un album. Et voilà, Alexandre est arrivé avec une idée qui était assez réjouissante et qui est celle qu'on a développée ensuite pour faire ce film. Alors moi j'ai eu aussi... le premier film était évidemment... c'était la première fois qu'on faisait un film d'animation dans le studio Micros. Micros, c'est un studio qui est assez conséquent à Paris. Et on a suivi pas mal de plates sur le premier film. On était très content du résultat, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de développer autant qu'on aurait voulu les choses. Et sur ce deuxième film, on a essayé de pousser l'image, pousser le rendu, pousser l'animation aussi, pour arriver à un résultat que je trouve très chouette, mais bon, je ne vais pas trop le dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de... Toi, tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pas tellement plus, non, mais... Alex, tu habites Orléans, tu nous disais tout à l'heure, ça se passait pas toujours très bien. Oui, justement, j'avais des revendications. Non, c'est toujours bizarre de présenter avant, puisque on ne sait pas quoi vous dire, à part on se réjouit que vous allez le voir. Il y a un petit côté pratique quand même, c'est que si c'est nul, c'est avant, donc vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas, moi Ça, non, c'est pas pas mal. J'étais très enthousiaste. Ouais. Et il y a l'histoire de secret de potion. Ouais. Voilà. Il y a une petite question qu'on peut vous poser à vous, avant que vous ne voyez le film, comme ça cogitera peut-être, ou pas, pour ceux qui s'en fichent, mais que font-ils là du coup? Comment ça se fait que Panoramix ne livre pas son secret aux autres villages gaulois qui vivent eux aussi sous l'oppression romaine depuis toujours? Alors là, vous avez 4 heures. Je vous la livre parce que comme c'est une question que je me suis posée et qui m'a empêché de dormir pendant longtemps, j'aimerais partager ce question-là. Parce que c'est vrai, Goscinny et Uderzo montrent toujours la Gaule avec d'autres villages gaulois, alors dont certains sont corrompus, non valables pour X ou Y raison, enfin il y en a quand même qui sont tout à fait valables, mais ils ne sont pas aidés par cette potion. Voilà. Pas répondu. Ah non, mais j'ai pas dit que je répondais, j'ai dit vous posez des questions. On a tous compris qu'il allait répondre, non? Eh oui, mais c'est là aussi, vous savez. Voilà. Mais en tout cas, il y en est question là dans ce que vous allez voir, on est extrêmement fiers de vous présenter ce film. Je trouve que Louis a fait un boulot absolument dingue. Le premier était, comme il vous l'a dit, très joli aussi. Je dis ça parce que je participe pratiquement pas à la fabrication du dessin et de l'animation. Mais ce film-là, je trouve qu'il y a eu un cran passé, autant technique que sur les équipes artistiques qui nous ont suivis. Je pense au boulot d'Alexandre Branca et de plein de gens qui étaient avec nous. Et voilà, je suis vraiment très très fier, très sincèrement de ce que vous allez voir là. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez un Alex Lutz qui va vous faire un Alsacien. Oui, un Alsacien, c'est très rare. Il a dit, je veux bien bosser avec toi, mais je ne fais que des Alsaciens à partir de là. Donc on a dit oui, on voulait. Donc on a dit voilà, donc un Alsacien dans le film, vous nous en excuserez. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous avez une question, madame? Vous avez travaillé avec les ayants droit vous avez carte blanche? Carte blanche. On a tout piraté, on a tout piqué. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit, vous ne faites pas un Astérix? On a dit, non. Bah, ça ressemble, il y a un peu la gueule du gars avec les plumes, mais voilà, on espère qu'ils ne sont pas là, parce que ça va nous coûter très cher. Alors, il faut bien évidemment l'aval d'Albert Uderzo
pour raconter une histoire d'Astérix, notamment quand elle transgresse quelques petites bricoles qu'Astérix n'a pas l'habitude de nous raconter, notamment il y a peut-être un futur au village, il y a peut-être un passé, il y a une transmission à faire, qu'elle va devenir la conscience, ce pas des sujets qui sont abordés normalement, donc évidemment on avait besoin qu'Albert aime cette histoire et soit excité à l'idée de la voir pour continuer de travailler. Et justement, est-ce qu'on n'a pas trop la pression quand on va présenter cette histoire à ce moment-là? Bah, pas tellement parce qu'elle n'est pas développée à ce moment-là. Vous avez un pitch, vous avez 30 pages de ce qu'on appelle un traitement qui présente votre idée. Mais si jamais on vous dit non, si jamais Uderzo m'avait dit à ce moment-là c'est cool, mais je n'ai pas envie qu'on fasse dire ça à Astérix, j'ai pas envie de raconter ça, je serais sorti un peu déçu de ne pas la raconter, mais tout à fait content de faire autre chose, c'est très bien. C'est surtout émouvant qu'ils veuillent. C'est plutôt ça qui est chouette, c'est que c'est très... Ils ont tout raconté, il a tout fait, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans, il n'a pas besoin de moi, quoi. Et le fait qu'il ait envie de voir ce que ça va donner, c'est... Puis c'est un garçon qui est très enthousiaste à l'idée de l'animation et du dessin. C'est le dessinateur de la BD, hein, c'est sûr, Uderzo, et en fait, je pense qu'on a réussi aussi, je crois, parce qu'il avait bien aimé le premier il était très présent sur le premier film, Le Domaine des Dieux, sur l'image, parce qu'il avait toujours, en fait, il était vraiment de l'ancienne école Disney, il avait peur des premiers Pixar, il avait peur de l'animation CGI. Il pensait que ça n'allait pas retranscrire aussi bien ces personnages qu'un vrai trait en animation traditionnelle. Donc il a fallu le convaincre de ça dans le premier film, et une fois qu'il a été convaincu largement, c'est aussi grâce à ça, je pense, qu'on a pu arriver avec un deuxième et aussi une histoire originale. Il y a encore des questions, c'est incroyable. La première fois j'avais des questions. Je crois pas. Non, je crois pas. De temps en temps, il y a eu des petites craintes vis-à-vis du scénario. Le scénario étant un document écrit qui est pas toujours très parlant, pas toujours très sensuel. Il y a des choses qui payent bien à l'écrit, des choses qui ne payent pas. Et des fois, pour rassurer, pour expliquer mieux ce que ça va donner, on s'est aidé de l'animatique, des premiers dessins qui avaient été faits, des voix témoins qui avaient déjà été posées sur le truc, pour que ce soit un peu plus parlant et pour lui dire, voilà, ça a l'air comme ça à l'écrit un peu abrupt ou un peu aride. Non, en fait, ça donne ça. Donc en fait, on a réussi à chaque fois, avec l'aide de Philippe Bonny, le producteur, à rassurer Uderzo, à rassurer tous les ayants droit d'Astérix quant à ce qu'on voulait faire. On pensait à quelques trucs et puis on explique aussi beaucoup. C'est vrai qu'il y avait une crainte, par exemple, vous verrez, d'avoir, comme on parle de panoramique, c'était éventuellement de le représenter jeune. Et ça, c'était quelque chose qui était un peu difficile. Et vous verrez, on a trouvé une parade aussi qui nous correspond, qui colle aussi à ce qu'on raconte dans le film, pour pouvoir faire ce truc-là sans être en opposition totale avec lui là-dessus. Vous allez du coup, là. Effectivement. Ouais, vous voyez le film, ça va pas causer. On va vous laisser découvrir le résultat, messieurs dames. On espère que vous serez autant emballés que nous, les exécutionnaires qui ont pu le voir il y a 2 jours. Et je vous assure que vous allez passer un très très bon moment et un grand bravo à vous pour cette performance. C'est vraiment très réussi. Merci. Un grand bravo. On tenait aussi à vous dire, messieurs dames, que Alexandre Astier a dû partir tout à l'heure parce qu'il a son père qui était au théâtre ce soir à Paris, donc qui avait donné une pièce à 20h30, donc il a dû repartir tout à l'heure, après avoir présenté la 2e salle. Mais il nous a bien dit de vous saluer et surtout de vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui pour voir ce magnifique film d'animation. Vous allez pouvoir maintenant poser toutes vos questions, si vous en avez. Rassurez-moi. Avec un film comme ça, il peut y avoir que des questions, surtout que c'est pas le genre de film qu'on a l'habitude d'avoir en avant-première. Ça, c'est un peu le traquenard, on est obligé de trouver des questions. Ah, il y en a une première juste là-bas, et moi je vais me déplacer à chaque fois avec le micro. Bon, est-ce que ça vous a plu à peu près? Oui. À peu près, très bien. Vite fait. Bonjour, bravo en tout cas, c'était super. Largement aussi bien que le premier, voire mieux. J'ai entendu, j'ai lu ces derniers jours que Albert Uderzo ne souhaitait pas que Astérix lui survive. Est-ce que vous en savez plus et est-ce que c'est le dernier? Alors,
Alors, je ne prends pas la responsabilité. En ce qui me concerne, oui, c'est sûr. On a fait 2 films avec Alexandre, et je pense que, je ne vais pas parler à sa place, mais je pense qu'il dirait la même chose. Parce que voilà, on a aussi fait ce qu'on avait envie de faire avec ces albums-là. Oui, alors moi je ne suis pas trop au courant après de ce qui se passera plus tard. Quand effectivement Uderzo sera plus de ce monde, il a une fille aussi, il y a la fille de Goscinny, René Goscinny, qui aussi ont sûrement leur rôle à dire. Donc, je peux pas trop savoir, je peux pas parler à sa place. Moi, il était content du film, très clairement. Voilà, maintenant, je ne sais pas. Voilà, je peux pas parler à sa place, effectivement. J'espère. Il est parti quand même de son vivant pour léguer un peu la licence. Hein. C'est pas du tout la même politique, par exemple, que Tintin. Que Hergé avec Tintin, justement, qui a voulu que quand lui mourait, il n'y avait plus de possibilité de faire autre chose. Lui est parti sur autre chose, c'est-à-dire qu'il a quand même engagé des nouveaux auteurs, notamment pour les BD. Et puis, il a bien voulu qu'on fasse aussi ce film-là, qui est aussi une œuvre originale. Donc, voilà, c'est aussi une autre façon de faire vivre la licence. Ouais. Déjà, bravo pour le film, il était super, les graphismes étaient vraiment bien faits. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Qu'est-ce qui nous a donné envie de le faire? En fait, c'était l'idée de faire une histoire originale qui nous plaisait bien. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Astérix, a priori, sont des adaptations de l'album, de la BD. Et là, on a fait une histoire qui n'existe pas dans les albums. Et ça nous permettait de créer notre propre histoire avec Alexandre Astier. Et voilà, donc ça c'était une raison suffisante. Ensuite, moi de manière très égoïste, j'avais beaucoup travaillé sur le premier film pour créer tous ces personnages que tu vois à l'écran, parce que ça demande du travail, il faut faire des marionnettes un peu virtuelles, une espèce de modeling, faut les animer, faut créer les cheveux, il y a beaucoup de choses à faire. Donc tout ça c'est des choses que j'ai pas eu à refaire pour faire un deuxième film. Donc j'ai pu vraiment me concentrer sur d'autres choses qui sont l'histoire, d'autres personnages, parce qu'il y a d'autres nouveaux personnages qu'on a créés. Voilà, donc ça me plaisait pour cette raison-là aussi d'en faire un deuxième. Déjà bravo pour le film. Et, Vous sentez pas? Est-ce que vous pouvez refaire la voix de Qu'est-ce que tu voudrais entendre de lui? Mais je te vois pas, t'es où? Ah, voilà. On peut juste parler très vite de cette voix. C'est vrai que ce personnage, au début, on avait clairement pensé, on va être très honnête avec Alexandre, de le faire en Helvétie. Ah, en Suisse, oui. Enfin, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je devais faire un Suisse, mais vu que je sais pas faire le Suisse. Et il y a ça, et puis d'une part, et puis c'est vrai que l'accent suisse est très vite un cliché de faire parler une personne très lente. Donc du coup, en dynamisme, en animation, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant à jouer. Oui, c'était aussi, comme on en a parlé avec Alexandre, pendant la séance, il y avait ça aussi. C'est-à-dire que Téléphérix, il a quand même une énergie. Il est sec, le personnage est rapide et tout. Et donc du coup, ça aurait été peut-être très drôle, mais alors avec un vrai Suisse qui peut vraiment nuancer. L'accent alsacien, on peut vraiment moi je peux vraiment le ralentir ou complètement l'accélérer parce qu'il est bien, et vu qu'il est proche un peu dans la musicalité, on se sentait plus à l'aise et plus rigolo avec celui-là. Sinon j'aurais juste fait une espèce de mauvaise pub Ricola. Et puis pour le coup, on n'a pas joué, on n'a pas fait de l'Helvétie au trans comme dans le Astérix et les Épètes. Voilà. On n'a pas voulu jouer avec les codes de l'Helvétie spécifiquement. D'où Montagne de l'Est. D'où Montagne de l'Est, c'est très très flou, c'est tout ce qui est à l'est du Rhin, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai une petite. Parce que je sais que, si je dis pas de bêtises, avant de t'attaquer à Astérix au niveau de l'animation, tu avais passé par les studios Pixar. Si je dis pas de bêtises, tu as travaillé un peu aussi sur Wall-E et sur Là-haut. Est-ce que du coup tu t'es servi un petit peu de leur style de dessin, et est-ce que c'est un style que tu as voulu un petit peu amener sur Astérix, ou est-ce que du coup sur Astérix c'est parti sur quelque chose de complètement différent dans ta tête? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une méthode de travail là-bas qui est rigoureuse et qui est assez agréable.
que j'ai tenté en France, avec les spécificités qui sont celles de la France et de la manière de bosser qui est quand même très différente, en bien et en mal, hein, pas que. J'ai essayé de ramener ça, évidemment, mais j'ai beaucoup appris là-bas sur. Ouais, par exemple sur l'animation, notamment sur Wall-E, c'était assez intéressant parce que c'est un personnage qui ne parle pas, qui a très peu d'expression, donc on devait être très rigoureux sur donner toutes ces informations d'émotion et d'action avec très peu d'éléments, pas de bouche, pas de sourcils ou très peu, ces espèces de trucs en fer. Et du coup, ça joue par vraiment de la subtilité sur les rares choses qu'on peut bouger pour le faire vivre, et puis par une sorte de rythme à la Chaplin un peu comme ça, qui aide. Donc ça donne c'est une exigence assez forte, et c'est un bon exercice de travail pour rendre l'animation au niveau et rendre vraiment ce qu'on a envie d'avoir sur le film. Donc c'est vrai que là, évidemment, on avait des acteurs, mais ce genre de truc que j'ai sur Wall-E, je l'ai beaucoup réutilisé, par exemple, ça se voit pas forcément, mais sur La Petite Lait, c'est-à-dire parce que c'est justement un personnage qui parle pas. Et donc, il y a des petits trucs comme ça pour rendre les personnages mignons en animation qui sont assez efficaces avec peu de choses. Alors moi, c'est vraiment une question purement orléanaise. Vous habitez à Orléans? Alors, j'habite plus Orléans. Oui, c'est vrai. J'ai trahi, moi, j'habite à la capitale. C'est pour ça qu'il y a le petit Cénaboum qui apparaît. Exactement. Ah, je le savais. Petit Cénaboum, que j'ai mal placé d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Mais j'ai vu le Cénaboum. Ah, super. Bravo. Donc Cénaboum, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien nom d'Orléans. Voilà. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Hein. Et du coup, Cénaboum, il est passé où? Sur la carte? Sur la carte. Ah non, pas sur l'affiche quand même. Hein. On est d'accord. J'aurais pas osé. Je comprends. Non, sur la carte, sur la carte, une espèce de périph' qu'il y a à un moment, qui est une animation tradie. Voilà. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si vous n'auriez pas fait un petit clin d'œil à Camelot. Moi, j'espérais les trompettes, par exemple. Bon, c'est plus qu'un clin d'œil, là, je pense. Non, bah si, alors pour le coup, Alexandre n'est pas beaucoup. Il s'est dit, oh, fait chier, on va encore me faire chier avec Camelot, parce que bon, par moment, il aime bien, mais c'est vrai qu'on le ramène beaucoup à ça. Je lui ai dit, non, mais là, quand même, ça vaut le coup. J'avais envie de faire des trompettes avant parce que je voulais qu'on utilise les trompettes après, quand une espèce de centaure là, qui est construit. Donc j'avais envie de les voir une première fois. Je me suis dit, plutôt que de faire des trompettes, un accord pourri, autant utiliser une trompette de Camelot, ça serait une bonne. Après, effectivement, dans l'écriture, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont à la sauce Camelot, mais c'est bien ce qu'on aime aussi. Quoi. En animation, c'est super à faire. C'est pas très difficile finalement. Le personnage bouge peu. Et voilà. Une ou deux dernières questions. Justement, par rapport à cette contrainte Camelot, c'est un héritage, quoi, parce que ça vient avec Alexandre Astier, fatalement. Dans quelle mesure c'est possible de s'en détacher sans devoir justement faire un minimum de service dans ce sens pour le rappeler, pour le retirer, comme ça, notamment parce qu'il y a un lien avec le casting qui pèse, qui est un héritage, qui est l'entourage d'Astier, etc. Donc, comment faire une œuvre originale tout en gardant dans l'ombre Camelot derrière? Lui, je pense qu'il pense pas du tout comme ça. Il fait les choses comme il le fait. Alors effectivement, Camelot, ça a été son boulot pendant 5 ans. Enfin, je parle dans son nom, donc j'imagine que c'est aussi sa méthode de travail. Et puis après, il a été embauché et sur le premier et sur le 2 parce qu'on aime ça. Donc c'était bien que ça transparaisse dans le film. Après, comme on est deux aussi, les scénaristes et réalisateurs, forcément, moi je viens pas de cet univers-là. Et c'est vrai que par moments, je ramène des choses qui sont un peu plus, comme la première séquence, je ramène des choses qui sont un peu plus visuelles, mais lui aussi aime beaucoup, hein. C'est pas aussi partagé, puis parfois il veut virer des séquences de dialogue dont il n'est pas sûr, et puis je lui dis non mais il faut qu'on les garde, c'est très drôle. Donc c'est une combinaison des deux choses. Après c'est sûr que lui il a son empreinte qui est assez visible, mais finalement il y a des choses qui sont assez proches dans son travail, qui sont proches de celle de Goscinny, dans la façon d'écrire et dans l'espèce d'impertinence qu'il a à faire s'engueuler des gens qui ne se comprennent pas. Quoi. Donc, juste pour rebondir là-dessus, sur les univers, en fait, moi je peux juste témoigner
en faisant partie du casting, mais sur l'univers qu'on trimballe, finalement, il y a quelque chose d'assez inconscient, heureusement d'ailleurs. Quand vous travaillez avec une famille artistique, ça infuse tous leurs projets, et c'est finalement bien normal, et c'est souvent ce qu'on aime, c'est souvent ce qu'on recherche. C'est pas par hasard que Astérix et Astier, à un moment donné, se rencontrent aussi dans la connaissance que ce type a de l'histoire et de comment... effectivement, il y a une gémellité où, avec l'univers du Derzo, où forcément ça match. Et forcément, il peut en être un héritier, quoi. Donc, mais ça, c'est vrai pour plein d'univers artistiques où on se dit pas... Je crois pas qu'on se dise vraiment consciemment... Oh je vais en mettre un petit peu, mais pas trop, mais comment je m'en... Voilà. Après, il y a les trompettes, c'est un vrai exemple. Mais sinon, après, il y a un univers qui continue et puis qui, de projet en projet, continue à exister. Vous prenez l'équipe du Splendide, là, il y a Clavier. Vous prenez cette équipe-là, entre leur première pièce et puis leur 10e film, c'est aussi cette empreinte-là qu'on aime, quoi. Et c'est finalement, il y a quelque chose d'aussi un peu inconscient qui fait que ça existe comme ça et que ça passe les projets. Moi, c'est ce qui fait que j'ai aimé le film le premier. Et là, celui-là que je viens de découvrir, c'est aussi que j'entends son univers et que je découvre celui de Louis. Donc c'est super, quoi. En tout cas, un très très grand bravo à tous. Vous avez fait un très bon travail. Une dernière question, toi, Pardon, j'entends pas. D'accord. J'ai beaucoup aimé le film, mais ce que je me demandais, c'est quand vous êtes lancé dans le projet, est-ce que vous n'aviez pas la crainte que le film soit mal apprécié du fait que c'est une œuvre entièrement originale et qui n'est pas du tout tirée des bandes dessinées ou des autres dessins animés qu'on aurait pu voir avant? Je pense qu'on ne serait jamais parti bille en tête en travaillant sur Astérix avec une idée originale si on n'avait pas fait un premier déjà. Donc, je pense que le fait que le premier, on l'ait fait, a priori pas trop mal puisqu'il a été apprécié du public, nous a donné quand même une assise pour se dire on part sur autre chose et qu'on pouvait aussi profiter de ce premier succès-là pour... On verra, ça se trouve, le film se plantera, mais en tout cas, on pouvait profiter de ça pour que le deuxième, on puisse le faire un peu à notre sauce. Mais c'est vrai que ça a été une crainte aussi un peu du Derzo, mais aussi des ayants droit, c'est-à-dire ceux qui gèrent, parce qu'il n'y a pas que le Derzo, il y a aussi les éditions Hachette, qui gèrent tout l'environnement Astérix, donc il fallait leur prouver qu'on faisait une chose bien. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a, alors pas que, mais on a ramené des personnages, par exemple, du Combat des Chefs, on avait aussi envie de... C'est une œuvre originale, certes, mais qui est forcément imprégnée par les albums. On a pris un peu du Devin avec Sulfurix, qui lui ressemble un petit peu. On a pris aussi par exemple, Dapus Degalix, qui est ce Gaulois qui est à la solde de Rome, là, il y a toute une séquence dessus. Bon, ben voilà, ce sont des choses qu'on a réutilisées. Je pense que Astérix est une espèce de notoriété assez forte pour qu'on puisse autoriser, je crois, à faire une œuvre originale dessus. En tout cas, un grand bravo à vous. Merci à vous. On a une coutume, normalement, après chaque débat comme ça, c'est de remettre des cadeaux. Vu qu'il y a un deuxième débat, vous savez que ce sera pour après. Il y a des chocolats, notamment de chez Papillon, chez Sébastien, qu'on salue très fort. Et voilà, il y a plein de petites choses qui vous attendent dans la deuxième salle. Donc on file vite parce que je crois qu'on est un petit peu en retard. Merci, messieurs, dames. Merci.